Très bien. Ben, écoute, bonjour Yvan. Je suis très heureux qu'une fois de plus, tu aies accepté de participer aux rencontres d'Espace Marx, Actualité de Marx et Nouvelles Pensées critiques pour de nouveaux horizons de civilisation. Et c'est dans ce cadre-là, sur le thème Révolution, vous avez dit Révolution, que tu as décidé de nous présenter une petite contribution. Donc, à toi Yvan. Merci d'abord pour cette invitation et pour la fidélité de tes rapports avec moi et réciproquement. Donc mon thème est tout simplement quelle révolution? Point d'interrogation. Alors mon propos va avoir deux aspects combinés. D'abord, qu'est-ce qu'une révolution en général? Problème théorique donc. Et deuxièmement, de quelle révolution avons-nous besoin? Problème politique alors. Bon, j'éliminerai d'abord, ou d'emblée, le sens alors astronomique du mot révolution, qui désigne en particulier le mouvement d'une planète autour de son axe et qui la ramène à son point de départ, qui n'a rien à voir ici. Sauf qu'il peut s'appliquer métaphoriquement à une contre-révolution politique qui ramène la société à l'état qui prévalait avant une révolution, comme cela s'est vu en France après la Révolution française. Il y a eu un retour sur à la monarchie, malheureusement. On sera donc bien dans le domaine humain, non pas dans le domaine cosmique, sociopolitique, avec sa complexité, voire ses ambiguïtés au niveau du vocabulaire. Mais je ne m'attarderai pas non plus, alors autre chose, sur les révolutions de palais, ou les révolutions strictement politiques, au sens étroit du terme, qui modifient l'État, parfois d'ailleurs d'une manière importante, comme lorsqu'on passe d'un État démocratique à un État autoritaire, voire dictatorial, ou l'inverse, comme au Chili, lorsque Pinochet élimina Allende, puis fut lui-même éliminé avec sa dictature, mais démocratiquement. Ça, ce sont des révolutions ponctuelles. Non, ce qui me va m'intéresser, c'est l'opposition de cette notion à celle d'évolution, puisque en réalité, elle peut naître une révolution qu'apparente, et une évolution encore plus, qu'apparente dans le domaine à la fois politique et socio-économique. Elle peut n'être qu'apparente. Or, c'est bien dans le triple champ de l'état politique, des rapports sociaux et de l'économie qui déterminent les précédents que la question se pose de savoir ce qu'il en est véritablement. Donc, dans ces trois domaines. Alors, je partirai de l'idée que, quel que soit son domaine, une révolution est de toute façon une transformation radicale dans son contenu, puisque ce n'est pas une simple évolution, mais fut-il seulement politique, et concernant la forme de l'État, comme l'a été au minimum la Révolution française, éliminant le régime de la monarchie politiquement, euh, avec bien entendu son élimination finale de cette révolution, celle aussi de Pinochet, la révolution de Pinochet, ou encore celle qui a instauré la démocratie en Espagne contre Franco. C'était des révolutions radicales, mais simplement politiques. Mais tout autant, j'indiquerai que, quels que soient ces préparatifs antérieurs, elle peut être temporellement brusque et rapide. Préparatif antérieur, mais soudaineté de la chose, ce qui ne veut pas dire nécessairement violente. La rapidité ne veut pas dire la violence, car on peut passer pacifiquement et donc démocratiquement, si l'on veut, de la non-démocratie à la démocratie, même si ce n'est pas fréquent. La révolution anti-apartheid en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela, en a été un exemple, même si ensuite les choses se sont compliquées au niveau de son contenu. Pourtant, alors cette remarque n'épuise en rien alors l'analyse et le débat, car il faut envisager cette question, cette fois-ci, de la temporalité. Tout à l'heure, c'était une révolution immédiate, mais en liaison avec l'autre, celle de son contenu. Temporalité et contenu de la révolution. Tout le débat, compliqué, car sémantique, autant que politique, est là. Alors, son champ complet d'une révolution au sens fort du terme est triple. Politique, avec la forme de gouvernement dans laquelle elle va s'accomplir et les formes de citoyenneté qu'elle va mettre en place. Sociale, avec les nouveaux rapports sociaux qu'elle va instaurer et donc les relations de classe qui s'en suivent, impliquant la propriété des moyens de production et la répartition de la richesse produite entre les hommes, ce qui entraîne aussi d'autres conditions concrètes de vie dans toute une série de domaines.
Et enfin, le champ économique qui conditionne, bien entendu, les autres, hein, comme Marx l'a démontré avec ce qu'il a nommé l'exploitation du travail, qui enlève à l'ouvrier la grande part de la richesse qu'il a produite au bénéfice du capitaliste propriétaire des moyens de production. Une révolution, au sens fort du terme, c'est ce qui concerne ces trois aspects. Et j'indique tout de suite que si la situation sociale en France a changé depuis son époque où il énonçait un projet révolutionnaire, si elle s'est complexifiée, voire, il faut le dire, largement améliorée en France, avec l'instauration de ce que Bernard Vasseur a appelé des éléments de communisme, qui datent du CNL ou du CNR, comme vous voudrez, l'expression donc est de lui. Eh bien, cela s'est produit, cette révolution substantielle quand même, avec des éléments de communisme, eh bien, cela s'est produit, disons, avant la régression, malheureusement, libérale actuelle, parce que elle est structurellement, la société, malgré ces éléments de communisme, est restée largement identique, à savoir capitaliste. Voire elle s'est dégradée avec le libéralisme désormais qui a suivi la suite de l'URSS, malgré les illusions que ce libéralisme tente à diffuser, en prétendant que ce n'est pas une régression de fond. Si, c'est une régression de fond. Enfin, j'ajouterai aussi un quatrième aspect dans cette révolution, aux trois dimensions, de ce qui est aussi, à mon avis, de ce que doit être aussi une révolution, ce à quoi elle doit tendre, c'est-à-dire abolir quelque chose qui est de l'ordre de l'anthropologie. À savoir, il s'agit d'abolir l'aliénation des êtres humains en régime capitaliste, sans parler bien entendu des régimes antérieurs. Ce concept d'aliénation est important. Il a été mis en avant par Lucien Sèvres, le regretté Lucien Sèvres, et j'ai travaillé sur lui avec Tony Andréani, et cela, même, il faut le savoir, il faut le dire aussi, même si Marx, devenu économiste dans la deuxième partie de sa vie avec le Capital, a récusé ce concept d'aliénation, le trouvant trop philosophique. Il était, soi-disant, selon lui, emprunté à Hegel, si vous voulez, l'aliénation de l'esprit, si vous voulez. Bon. Pourtant, il désigne véritablement, et là je vais à l'encontre du Marx littéral, disons, il désigne le fait qu'un être humain, du fait de l'exploitation économique, n'est pas ce qu'il pourrait être dans d'autres conditions sociales. Il est autre, c'est l'altérité qui est en jeu, à savoir autre, moins ou pire dans ses possibilités de vie qui sommeillent en lui. Il est moins ou pire, il est dégradé, il est mutilé humainement, sans toujours le savoir, du fait du conditionnement idéologique dont il est victime et qui lui masque sa situation. Il y a donc une aliénation intellectuelle qui redouble l'aliénation réelle et qui la masque, bien entendu. D'où la première question, comment concevoir temporellement une révolution susceptible de mettre fin à l'ensemble de cette situation? Je bois un tout petit peu. Donc, susceptible de mettre fin à l'ensemble de cette situation, sachant que c'est la base économique qui doit être ultimement transformée, sauf à rêver d'une manière intellectuellement idéaliste. Comment pourrait-on opérer ces changements si on ne s'en prend pas à la base économique? On est alors en présence, je dirais, d'un dilemme de fond. Soit on fait appel à une révolution immédiate, s'attaquant à tous les domaines que j'ai indiqués, soit on procède à une évolution en enclenchant une transformation progressive à l'aide d'avancées partielles successives, mais qui s'ajoutent les unes aux autres. La première perspective d'une révolution immédiate et totale a d'emblée été conçue et voulue par les socialistes et les communistes utopistes, avec lesquels Marx a polémiqué à la fin de son manifeste du Parti communiste, dans la dernière partie. Il a une remarquable analyse critique de cette option-là, qui est idéaliste en fait, utopiste. Il l'a révoqué donc sur la base d'une conception matérialiste
qu'il tenait pour scientifique, et que je tiens personnellement également pour scientifique, de l'histoire. Le passage révolutionnaire du capitalisme au communisme supposait, selon lui, un fort développement préalable de celui-ci, lié à ses forces productives et à la constitution d'une immense majorité, la formule de lui, de prolétaires. En l'occurrence, il faut faire attention à cette formule, en l'occurrence de salariés exploités. C'est le sens exact de ce terme. Et il ne faut pas enfermer la notion de prolétaire dans la notion d'ouvrier travaillant à la chaîne, etc., puisqu'il a même tous les employés, les techniciens, les ingénieurs, peuvent aussi faire partie de la masse de ceux qui sont exploités, et même, disait-il, un instituteur, parce qu'il forme la force de travail des futurs travailleurs, si vous voulez, même un instituteur. Et donc, du coup, il faut absolument que cette immense majorité de prolétaires au sens large, telle que je l'ai définie, il faut qu'elle puisse devenir, cette masse, se constituer en sujet actif de cette révolution. Sujet, entre guillemets, au sens fort de ce terme. Ce point, des révolutionnaires qui sont actifs tous ensemble, est essentiel si l'on veut comprendre Marx contre une tradition marxiste et même non marxiste qu'il a ignorée délibérément. Et on le retrouve, ce point, dans un autre texte, la préface de la critique de l'économie politique de 1859, cette fois-ci, et tout autant dans un échange épistolaire tardif avec une révolutionnaire russe que l'on connaît, Vera Zatoutch, qui prétendait nier en quelque sorte ses conditions préalables. Et elle prétendait, sur la base de la structure agricole du Mir, elle prétendait en plein 19e siècle faire la révolution dans une Russie arriérée et majoritairement paysanne. Ils n'ont pas fait de prolétaires liés à l'industrie ou à la grande industrie. Alors, Marx lui a répondu dans un texte admirable, en plusieurs essais d'ailleurs, en plusieurs versions, puis la dernière demeure, il a dit tout simplement ces choses remarquables, et Engels va le confirmer d'ailleurs, que faire la révolution dans une Russie arriérée et majoritairement paysanne, bien entendu, c'est quelque chose d'impossible. Une révolution, dit-il, d'une manière très subtile, pouvait s'y déclencher, dit-il, et il le dit fortement, mais non y réussir sans une révolution en Occident qui n'a pas eu lieu. Et on y reviendra peut-être dans le débat, et même sans une révolution, d'ailleurs, entre parenthèses, qui pourrait aller à l'échelle mondiale. Mais en tout cas, sans une révolution en Occident qui n'eut pas lieu, et qu'il avouait qu'il aurait aidé dans son propre développement, ce qu'il avouait du coup à l'échec, comme la tentative de Lénine le montra, hélas, au final, avec le stalinisme qui s'ensuivit, qui n'était pas du communisme, contrairement à l'idée courante qui se répand dans la tête des gens depuis l'échec du stalinisme identifié à du communisme. Non, c'était une version dégradée dans des conditions non propices à une révolution de ce que doit être le communisme. Et l'expérience chinoise en fut un autre exemple dramatique dans sa première partie, dans un long premier temps, les années 40 et quelques jusqu'aux années, disons, 70-80. Mais ensuite, la chose s'est transformée et on doit aujourd'hui penser la Chine comme effectivement, malgré ses prémices initiales insuffisantes, elle est parvenue, grâce à un développement de ses forces productives, à un niveau intellectuel, moral et humain de révolution interne qui doit forcer l'admiration, malgré toutes les limites qu'elle comporte, puisque la Chine, qui prétend donc avoir fait une révolution, comporte quand même une part de capitalisme. Il y a un tiers de l'économie chinoise qui est nationalisée, mais il y en a 2 tiers qui ne le sont pas. Mais la différence entre le capitalisme chinois et le capitalisme français, c'est que le capitalisme chinois est maîtrisé par l'État, alors que le capitalisme français maîtrise l'État, le domine. Alors,
reste la seconde perspective, hein, hors d'une situation de départ qui est insuffisante, hein, la perspective que je vais indiquer, mais à condition de bien la comprendre, celle d'une évolution révolutionnaire. Évolution révolutionnaire qui combine deux choses qui paraîtraient superficiellement contradictoires, hein, que l'on trouve chez Jaurès, Jean Jaurès, et qu'il a reprise à Marx lui-même, hein, quitte à lui donner un statut complet, Jean Jaurès, qui est devenu, après un début, disons, le centre-gauche, hein, mais il est devenu socialiste et communiste, parce qu'à l'époque, les deux termes s'équivalaient. Bon. Évolution, donc, mais révolutionnaire, et qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce qu'une évolution révolutionnaire? Car l'idée d'évolution se retrouve aussi chez ceux qui s'orientent vers une voie réformiste, à savoir celle de réforme progressive, mais interne au système capitaliste, interne, hein, l'améliorant, mais ne l'abolissant pas, comme ce fut le cas chez Bernstein, hein, au sein de la social-démocratie allemande, c'est ce qu'on appelait la social-démocratie, hein, partagée d'ailleurs en différents courants dès la fin du XIXe siècle, et dont Kautsky fut par contre un assez bon exemple de son contraire, à savoir le représentant d'une option carrément anticapitaliste, Kautsky, hein, mais pas Bernstein. Or, ce réformisme pro-capitaliste, hein, n'a rien à voir avec l'idée d'une évolution révolutionnaire, telle que Jaurès, s'inspirant donc explicitement de Marx, ce qu'on oublie, hein, l'a assumé et défendu dans son parcours politique final, jusqu'à sa mort malheureusement, hein, avant la guerre, hein, il l'a défendu, hein, alors qu'il était membre d'un parti qui s'appelait socialiste, hein, mais il ne distinguait pas le socialisme et le communisme. Hein. La distinction viendra après sa mort avec la naissance du Parti communiste français, hein, et la création d'un parti socialiste à côté. Alors, voilà, donc cette distinction, hein, ne viendra qu'après. L'important, cependant, est de comprendre que l'on est bien, hein, avec cette idée d'évolution, on est bien en présence d'une révolution, mais étalée dans le temps par de véritables réformes successives, inspirées par un idéal, hein, qui mettait l'intérêt collectif au premier plan, c'était ça le projet de Jaurès, hein, avec cette idée d'ériger, chose extraordinaire, ça m'a énormément touché ce que j'ai lu à ce niveau-là, avec l'idée d'ériger la vie des êtres humains dans son expansion, hein, sur tous les plans et fait tous les hommes, la vie étant érigée à ce moment-là en valeur suprême, voyez, la vie des individus, des êtres humains individus, hein, au-delà de ces seuls aspects économiques et sociaux. On est dans une problématique de l'aliénation et de son abolition, hein, anthropologique telle que je l'ai définie tout à l'heure, et qui, sans renier l'apport du Marx de la maturité, à savoir l'économiste, hein, l'enrichit beaucoup, hein, et je dirais le sublime, lui donne un complément extraordinairement, si vous voulez, émouvant, attirant, et qui ne se réduit pas à une vision économiste des choses. Or, il faut aller encore plus loin pour bien comprendre ce que peut et doit être, hein, une pareille révolution, donc articulée à un processus d'évolution, qui la rend, alors attention, objectivement non nécessaire ou fatale, mais possible, hein, y compris subjectivement, parce que mise en œuvre par une immense majorité d'hommes et de femmes, bien entendu, qu'elle concerne dans leur être même et non seulement dans leur existence matérielle. Et je rappelle que cette idée d'une nécessité interne du processus historique qui amènerait à une révolution, elle est malheureusement présente chez Marx, dans l'idéologie allemande, de manière très nette, hein, et là, il verse dans une espèce de prophétisme, en quelque sorte, hein, qui se veut scientifique ou scientiste, qui en réalité scientiste, hein, c'est pas de la science, c'est du scientisme, de la science portée à son débordement, en quelque sorte, idéologique. Hein, bon. Alors, premier point, d'abord, sur cette évolution, je dirais qu'il va s'agir de bien préciser sa forme et son contenu.
Alors, premier point, et on l'aura deviné déjà, hein, il s'agit d'un processus majoritaire et donc démocratique au plan politique, malgré l'usage intempestif, je le dis, ou maladroit, à plusieurs reprises, pas souvent, hein, mais à mon avis un peu maladroit, de l'expression dictature du prolétariat. Dictature du prolétariat. Du prolétariat qui est majoritaire, mais c'est quand même dictature. Hein. Donc il faut faire attention à ce que ça signifie. Hein. Bon, le manifeste le dit clairement, le manifeste cette fois-ci, hein, la révolution communiste, le cite, est le mouvement autonome de l'immense majorité dans l'intérêt de l'immense majorité de et dans l'intérêt. Ce qui rejoint l'idée d'une révolution politique, démocratique et instaurant la démocratie hein, au niveau de l'État ainsi qu'à d'autres niveaux. Et à ce niveau-là, voir ce qu'a été, malgré sa brièveté, la Commune de Paris. C'était une démocratie à tous les niveaux, y compris au plan, il faut s'en souvenir, hein, de l'éligibilité des représentants du peuple hein, dans les municipalités, etc. Elle était courte, elle durait 2 ans, elle devait être renouvelée s'il n'y avait pas satisfaction, etc., etc. Mais alors, il y a plus, à mon avis, hein, que cette négation, cette négation, si vous voulez, de l'aspect pleinement démocratique sur tous les plans. Hein. Il y a plus, et ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, hein, avant de terminer, c'est la façon dont la morale a été évacuée du processus révolutionnaire dans les textes de Marx, si vous voulez. Hein. Parce que non seulement il n'a pas théorisé la morale, mais il a exclu que la morale puisse être un moteur de l'évolution, prétendant que c'était comment dire, l'appel à une espèce de notion qui lui paraissait un peu trouble, idéologique, hein, il y a des morales, etc., et que c'est pas sur la base de la seule inspiration ou aspiration morale qu'on pouvait transformer la société. Bon. Et plus exactement, il prétendait hein, que l'appel à la morale, c'était un appel impuissant. La morale était impuissante à transformer les choses. Hein. Il a été capable de dire, hein, dans l'idéologie allemande, justement, hein, que le communisme n'est pas un idéal. Sous-entendu, pas un idéal moral, hein, mais un processus alors de mémoire hein, automatique qui s'inscrit dans la logique du développement des forces cognitives, etc., etc. Hein, mais pas la morale, qui est un idéal hein, impuissant. Bon. Du coup, il a rejeté cette dimension morale, non seulement en tant que moteur de la révolution, mais d'une manière générale, hein, alors que cette morale, hein, et la motivation morale, le lit tel quel, hein, et c'est, je pense, ce que j'ai mis en avant d'une manière fondamentale, moi, dans mes écrits sur Marx, hein, alors que la morale imprègne son œuvre implicitement. Elle l'imprègne implicitement, mais fortement. Hein. Et du coup, cette morale donne à son projet hein, une dimension normative hein, qui me paraît fondamentale. Et j'ajoute que Engels, précisément, en contradiction un peu avec Marx, parce qu'Engels était plutôt le philosophe, si vous voulez, hein, qui accompagnait Karl Marx, et qui mettait au point des choses hein, que Marx n'avait pas mises au point, il se consacrait à l'économie, mais dans l'anti-Düring, par exemple, hein, Engels hein, est capable hein, de parler de la morale et de distinguer d'abord 3 morales. La morale antique, la morale féodale et la morale capitaliste, qui sont des idéologies parce qu'elles ne sont pas universalistes. Hein. Mais il ajoute, il y aura peut-être une autre morale qui sera la véritable morale, parce que universelle, la morale incarnée dans le communisme. Et ça me paraît quelque chose hein, de fondamental. Et précisément, hein, dans Marx, hein, dans l'analyse qu'il fait du capitalisme et de ses effets sur les êtres humains, hein, il y a manifestement une approche critique du capitalisme hein, qui dépasse les faits, hein, qui dépasse la factualité et qui s'inscrit d'un projet de vie humaine pour l'ensemble hein, des êtres humains. Et alors, cette idée-là, on la retrouve, on l'oublie. Hein. C'est un philosophe étonnant qui s'appelle Ernst Bloch, philosophe est-allemand connu,
brimé un peu par le pouvoir politique à l'époque, mais il a quand même eu le droit de s'exprimer parfaitement à ce niveau-là. Il a dit cette chose extraordinaire, pour moi, qui consacrait mon mémoire de maîtrise à la théologie morale chez Kant, qui a été inspiré beaucoup par Kant et sa morale. Il a été capable de dire le communisme est ce que la philosophie a cherché en vain sous le nom de morale. Le communisme est ce que la philosophie a cherché en vain sous le nom de morale. Morale, tu respecteras l'autre comme toi-même, tu ne le transformeras pas en moyen pour tes fins. Qu'est-ce que c'est l'exploitation? C'est le fait de transformer l'autre en moyen pour les fins du capitaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un privilège? L'universel, chez Marx, n'est moral que s'il peut être universalisé. Qu'est-ce que c'est qu'un privilège? Sinon quelque chose qui ne peut pas être universalisé. Tout le monde ne peut pas avoir des privilèges, comme tout le monde ne peut pas être capitaliste ou exploiteur. Il faut les exploiter. Mais ça, c'est effectivement, quand on pense à une traduction concrète de la morale par de la Marx, que j'ai appelé récemment dans un billet de Mediapart, j'ai appelé ça un kantisme post-marxiste. Voilà. Eh bien, ça me paraît quelque chose d'essentiel auquel il faut désormais faire appel si l'on veut convaincre en profondeur les hommes, les nations et l'humanité dans son ensemble. C'est dire donc que la révolution communiste, au niveau de l'État lui-même, implique qu'on fasse de la morale politiquement, mais qu'on en fasse cette morale à condition que ce soit une nouvelle morale, et que sa diffusion soit un élément décisif de l'État. Il y a quelqu'un qui l'a dit au XXe siècle, qui se réclame de Marx, mais qui va au-delà de Marx, à savoir Gramsci, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Philosophe communiste italien qui a travaillé en prison toute sa vie, faut le faire quand même. Il a appelé sa philosophie, il dit ça entre parenthèses, une philosophie de la praxis pour pas être sanctionné par ses geôliers. En fait, c'était le marxisme tout simplement. Il appelait ça la philosophie de la praxis. Eh bien, Gramsci a mis remarquablement en avant cette dimension morale exigible d'une révolution de type communiste. Il constate d'abord que tout État suppose des normes éthiques ou morales. Il ne fait pas la différence. On pourrait la faire, ça sera un autre problème. Il suppose des normes pour fonctionner et faire fonctionner le vivre ensemble social. Ces normes sont véhiculées par des canaux multiples, en particulier dans la société contemporaine. Il y a des tas d'endroits où des normes, y compris les médias aujourd'hui, diffusent des normes qui, là, sont censées accompagner le vivre ensemble, mais dans un sens qui n'est pas anticapitaliste, qui est favorable au capitalisme. Et donc, il propose cette fois-ci, Gramsci, de nouvelles normes morales inspirées de Kant. Il se réfère à Kant, il faut le savoir, pour la société communiste à venir, inspirée donc de celle de Kant, façonnant ce qu'il a appelé alors un nouveau sens commun, parce que le sens commun, c'était ce qui règne dans une société donnée. Il y en a toujours un. Bon. Mais le nouveau sens commun serait à ce moment-là ce qu'il appelle un bon sens inédit par rapport au sens commun dominant. C'est la société, par conséquent, et l'État, qui doivent inclure une révolution morale à travers son influence, alors non seulement sur les dirigeants politiques, fait une parenthèse, quelqu'un comme Macron n'a aucune référence morale dans son projet de société. Il suffit de lire son livre Évolution, c'est l'efficacité, un point devant, si vous voulez, un point derrière. Et la technique, si vous voulez. Le reste, c'est censé ruisseler à partir de là pour améliorer le sort des gens, ce qui n'est pas du tout le cas parce que l'argent ruisselle pas, il est accaparé par le haut. Donc, il faut donc une révolution morale qui donc va animer aussi les dirigeants politiques, mais qui va du coup, si vous voulez, influer sur le peuple entier par l'intermédiaire de l'éducation et donc de l'école.
moi je suis pour que l'école publique, bien entendu, l'école privée, on la laisse aux ceux, parce que Marx l'a dit lui-même, hein, que c'est les parents qui veulent une école privée, on les laisse faire, il n'était pas là pour les interdire. S'ils veulent envoyer leurs enfants écouter des bêtises, ils peuvent. Hein, ça sera, c'est pas le cas d'une école publique. Mais l'école publique doit être là pour diffuser des valeurs universelles qui sont d'abord républicaines, mais dont on peut aussi imaginer la transposition, liberté, égalité, fraternité, ça peut avoir un contenu qui dépasse la seule forme républicaine, hein, bien entendu, hein, et ça prend un contenu économique et anthropologique. Et je pense que l'école doit ouvrir les perspectives dans un débat républicain et mettre cette possibilité-là dans le débat public, hein, à travers en particulier les cours de philosophie. Alors, pour conclure, un petit peu d'eau quand même. Pour conclure, tout ce que j'ai dit, alors, est non seulement souhaitable, mais exigible normativement. Normativement, en politique. La politique, c'est pas seulement la sphère des faits ou de la factualité, hein, et de la résolution factuelle des faits, etc. etc. Hein. Et par conséquent, ce que je vais dire est à l'opposé de l'amoralisme qui règne chez la majeure partie de nos dirigeants politiques libéraux, entre guillemets, j'ai parlé de Macron, hein, mais actuellement au gouvernement c'est à peu près la même chose, hein, lequel amoralisme, c'est ça qui est curieux, il faut le savoir, c'est un amoralisme, on met de côté la morale, amoralisme, hein, se transforme automatiquement en un immoralisme. L'amoralisme devient un immoralisme, mais attention, un immoralisme qui se nie ou s'ignore et qui se développe à partir d'une protection qui serait l'amoralisme, hein, avant moralisme. Même, alors là, je le dis tel quel, hein, j'ose le dire, même un Confonville, qui a été communiste, que j'ai connu, il a été un ami, mais il a complètement, si vous voulez, déliré progressivement, hein, jusqu'à arriver à des positions dont il revendique actuellement dans des émissions, qu'elles soient un peu de droite. Hein, il est devenu macroniste, etc., par phases successives. Hein. Eh bien, même un Confonville est désormais sur cette position, à savoir que la politique n'a pas à se baser sur la morale et la morale n'a pas à se préoccuper de la politique. Même Confonville. Vous voyez, et il y a d'autres penseurs comme ça qui aujourd'hui, malheureusement, hein, sont passés de l'extrême gauche ou de la gauche extrême, si tu veux, hein, à d'autres perspectives, comme Michel Onfray, par exemple. Il faut le dire. C'est une trahison, à mon avis, intellectuelle au service d'une gloire narcissique. Plus largement, cette position morale est à confronter donc à notre modernité politique nationale et internationale, hein, pensons à ce qui se passe au Moyen-Orient, hein, avec le massacre invraisemblable et totalement immoral des Palestiniens à un niveau dingue. Il faut savoir que s'il y a eu 10 000 victimes israéliennes, il y en a près de 50 000 qui sont palestiniennes, si vous voulez, hein, tout simplement. Hein, tout simplement, hein. Et cette position morale donc doit être confrontée à tout cela. Hein. Alors, hormis et affrontée à tout cela, hein, hormis peut-être, et ça je le dis très clairement, hormis avec ce qui se passe du côté de ce qu'on appelle le Sud global. Parce que le Sud global, c'est une division, c'est une deuxième moitié du monde aujourd'hui, hein, qui est en particulier influée par la Chine, dont on pourra reparler, hein, et qui s'appuie sur des pays comme le Vietnam, hein, comme le Venezuela, le Brésil, hein, de Lula, etc., etc., et qui veut rééquilibrer les rapports de force internationaux contre l'impérialisme américain qui tente à dominer la planète et à l'abîmer humainement. Trump est l'exemple le plus criant, hein, de ce scandale moral, alors que lui-même se réclame officiellement, ce qui n'est pas fréquent, de la foi chrétienne. Hein, on l'a vu récemment prier devant ses téléspectateurs, hein, devant prier Dieu, hein, et se réclamer d'une morale qui, quand on la prend à la lettre, implique aussi le bonheur d'autrui ou l'amour d'autrui. Aime ton prochain comme toi-même. Trump, il n'aime pas les non-américains comme il aime les Américains ou comme il prétend les aimer.
hein, il faut le savoir. Hein. Donc, il s'agit donc de prendre un point de vue global sur la situation mondiale et sur le décalage en termes de moralité qu'il y a entre ce qui se passe d'un côté et ce qui pourrait aussi se passer désormais grâce à l'importance de la Chine, non seulement en tant que puissance mondiale sur le plan économique, mais en tant que puissance dont il faut se rappeler, je l'ai indiqué récemment à des gens qui s'en souvenaient pas, que la Chine, depuis qu'elle existe, depuis 70 ans, la Chine n'a jamais livré une guerre à l'étranger. Incroyable. Et par ailleurs, s'agissant des échanges économiques qu'elle opère avec des pays sous-développés, pas seulement, mais des pays sous-développés, c'est sous l'enseigne du gagnant-gagnant. Je vous apporte quelque chose, et en retour, vous m'apportez quelque chose par l'achat de nos produits, etc. C'est du gagnant-gagnant. C'est pas, alors peut-être que le magnifie un peu trop ce qui se passe en Chine, mais c'est pas, vous voyez, ce n'est pas un rapport d'exploitation des autres nations. Et récemment, on pourra en parler, j'ai lu un livre de Bruno Guig, je sais pas si on a entendu parler, on a parlé ensemble, qui dit très bien à quel point, qui dit très bien ce qui se passe en Chine, sans verser dans une espèce d'idolâtrie un petit peu maniaque et partiale, ou partielle, à la fois partielle et partielle d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui montre très bien que la Chine a une visée communiste sur le long terme, qu'elle s'engage dans le socialisme, qu'elle comporte des éléments quand même assez fantastiques. Elle a fait passer la Chine, m'excuse de le dire comme ça, elle a fait passer l'espérance de vie depuis le début des années 30, qui était de 35 ans l'espérance de vie au 19e siècle. L'espérance de vie est à 78 ans aujourd'hui quand même. Tous les élèves de Chine, 1 milliard 400 millions d'habitants, tous les enfants de Chine sont éduqués, il faut le savoir. Et il n'y a plus de pauvreté. Il y a plus de misère plutôt. Il y a encore la pauvreté. Il y a une inégalité, il y a une partie de capitalistes qui sont capitalistes et qui ont le droit de l'être, mais ils sont maîtrisés par l'État. Et quand, par exemple, les capitalistes vont faire du profit à l'extérieur, ils sont censés ramener du profit en Chine, on contrôle l'usage qu'ils font de ce profit. Toujours une visée idéale, si vous voulez. Alors là, face au monde tel qu'il va aujourd'hui, c'est-à-dire tel qu'il ne va pas. Il faut le dire, il faut que nos auditeurs se rendent compte, on se rend compte à quel point le monde est devenu une fournaise, littéralement, de violence, d'injustice dans tous les domaines, avec des menaces carrément sur l'existence même de l'humanité, avec des menaces de guerre. Alors, ces menaces de guerre, il faut faire attention, elles ne sont pas, à mon avis, à attribuer à Poutine, quel que soit ce que l'on pense de Poutine. Parce que le fait de parler de menaces de guerre venant de Poutine, c'est une manière de mettre le feu dans le chaudron. Et quelqu'un comme Macron, j'en ai parlé dans un billet de Mediapart, c'est un prophète, un faux prophète de malheur. Il annonce le malheur venant de Poutine de façon à justifier sa position internationale et à dominer un peu le monde européen grâce à la possession de l'arme nucléaire et à se mettre en avant comme un leader qui n'est plus en France, mais il essaye de retrouver une part de leadership au niveau mondial. Enfin, tout ça, ce serait bien entendu un vaste débat, mais nous sommes dans une espèce, à l'échelle de l'histoire, quand on pense par exemple à quelqu'un comme Kant avec sa philosophie de l'histoire, qui était une philosophie progressiste, qui visait la paix. L'ONU est une descendance de la pensée de Kant, qui était un homme de progrès. Il pensait que l'humanité pouvait progresser. Bon, eh bien, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, on a l'impression que l'humanité est dans une régression politique et morale. Merci. Merci Yvon pour ta contribution. Donc, et peut-être une question pour prolonger un petit peu la réflexion qui est engagée. Comment permettre à tout un chacun comment dire, de pouvoir s'insérer dans ce processus de transformation sociale et d'être un acteur à la fois conscient et qui finalement détermine
individuellement et collectivement, la société dans laquelle il a envie de vivre. Puisque Marx a été très, très, très ferme sur ces questions. Il rappelle souvent dans ses écrits, nous ne sommes pas là pour dire au monde ce qu'il doit être, nous sommes là pour aider, je ne dis pas littéralement, hein, mais pour aider justement les acteurs humains à construire la société dont ils ont besoin. Ah bah, c'est une question fondamentale aujourd'hui. Hein, il faut le savoir. Hein, avec un préalable, si tu veux. Hein, c'est qu'on est un peu désenchanté à ce niveau-là. Tout le monde est désenchanté face à l'état de la population, y compris les jeunes, hein, dans leur rapport ou dans son rapport à la politique. Si tu veux. Hein, bon, il y a un recul hein, du mobile politique par rapport à ce que nous on a connu hein, à la fin du XXe siècle, si tu veux, incontestable. Si tu veux. Hein, bon. Alors simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est fondamental hein, de faire en sorte que les individus, quels qu'ils soient, hein, s'insèrent effectivement ou retrouvent hein, tout simplement un mouvement de protestation contre les injustices dont ils seront à ce moment-là les gagnants dans ce mouvement de protestation, mais qui concerne aussi pas seulement eux, mais les autres. Hein. Bon, c'est double. Hein. On ne fait pas la révolution simplement pour soi, mais aussi pour tout le monde, mais pas seulement pour tout le monde, mais aussi pour soi. Hein. Ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Bon. Alors, moi, je dirais que il y a d'abord un problème, à mon avis, qu'il faut signaler. Je ne sais pas comment on peut le corriger, mais on peut le corriger quand même. Hein. C'est à quel point, donc, l'idée communiste ayant été discréditée par l'Union soviétique, pour l'essentiel. Je dis pas, attention, je dis pas que l'Union soviétique c'est tout noir, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Mais contrairement à ce que disait Marché, c'est pas gris. Hein, c'est pas un mélange de noir et de gris, c'est un système contradictoire. C'est pas du tout pareil. Il y a du noir important, hein, le goulag, etc. Mais il y a aussi du blanc. Il y a aussi du blanc. Hein, et on s'en aperçoit quand on voit un certain nombre d'acquis hein, sociaux qu'il y a eu, y compris dans le domaine du féminisme, par exemple, hein, avec Alexis Kollontai, par exemple, des gens comme ça. Hein. Il y a eu la dignité de la femme qui a été parfaitement reconnue, son éligibilité, etc., etc. Donc ça fait partie de ce qui est positif dans l'URSS. Et il y a donc une bataille, à mon avis, idéologique à mener à ce niveau-là pour indiquer que l'URSS, c'était pas tout noir, primo, et surtout que l'URSS s'est construite dans des conditions dont Marx, en a parlé, hein, prétendait qu'elle n'était pas faite pour une réussite économique, sociale et politique. Hein, et que c'était une révolution en Occident qui pourrait améliorer tout ça. Et alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, comment dire, Vera Zazutlis prétendait faire la révolution aussi sur la base du MIR. C'était une structure agricole communale. Bien Marx lui a dit, c'est la révolution en Occident qui sauvera le MIR, et non pas le MIR qui permettra la révolution en Occident. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, il faut revenir à ça. Il faut faire comprendre aux gens que ce qui a échoué, hein, c'est pas le communisme, c'est un contresens de ce communisme opéré dans des conditions que vous le vouez au volontarisme, voire à l'utopie. Bon. Alors, on me répondra, oui, mais la Chine a été un peu dans cette perspective dans la première partie. Et après, elle a opéré des redressements économiques hein, qui font que désormais, c'est une puissance économique absolument importante. Hein. Donc, il faut, à mon avis, que dans la bataille idéologique, et la bataille idéologique, c'est quelque chose de décisif, il faut mener une bataille idéologique pour montrer que l'idée communiste n'a pas été effacée hein, de l'histoire humaine, définitivement par son échec dans certains pays. Ça, il faut le dire, parce que les médias, hein, et ça c'est terrible, les médias dominants sont désormais passés à un anti-soviétisme rétrospectif qui est absolument abominable. Un journal comme Le Monde, hein, j'en parle d'autant plus à l'aise que j'ai eu l'occasion d'intervenir dans Le Monde, et Le Monde a eu l'occasion de parler de moi, etc. Ce n'est plus le cas depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Bon, c'est comme ça. Mais avant, on me sollicitait, ou quand j'envoyais des textes, on les publiait. Hein. Eh bien, dans un journal comme Le Monde, dans un journal comme Le Point, dans un journal comme L'Observateur, etc., vous entendez dire que le communisme ayant échoué. Mais non, c'est sa caricature qui a échoué, c'est pas le communisme lui-même. Hein. Donc, il faut le reprendre sur de nouvelles bases, et en tenant compte, on en parlera peut-être tout à l'heure si tu veux, en tenant compte de la mondialisation.
Parce que comment faire des révolutions nationales dans un contexte où les économies sont interdépendantes, plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. Hein. Donc, il faut remettre au bout du jour et de la pensée hein, cette idée d'une actualisation possible du communisme, parce qu'il n'a jamais existé véritablement. On en a une image plutôt positive en Chine, il faut s'y référer aussi. Hein. De ce point de vue-là, il faut se bagarrer, hein, si je puis dire, contre les médias dominants. Hein. Et alors, moi, je dirais tel quel, hein, parmi les journaux que je lis, bon, je donnerai un exemple tout simple. Hein. Je lis dans ma région, je lis Ouest France, je lis Le Monde et je lis l'Humanité. Heureusement qu'il y a l'Humanité. Hein, parce que Ouest France et Le Monde sont dans une optique idéologique qui n'a rien à voir avec le socialisme, il faut le dire tout simplement. Hein. Et par ailleurs, si tu veux, ils ont une tendance comment dire, à dévaloriser intrinsèquement, hein, eux aussi, hein, la notion même de communisme en tant que concept majeur de l'histoire de la pensée humaine à l'échelle de l'histoire. Bon, donc bataille idéologique et les seuls journaux dans lesquels je trouve des apports intéressants, c'est au niveau des médias, en dehors de l'humanité, au niveau des médias, il y a le Mama Magazine qui est très bien. J'ai vu récemment une interview d'une écrivaine, apparemment, si je me souviens bien, absolument, qui faisait la une du journal. C'est extraordinaire. Extraordinaire femme, de gauche, etc. Hein. Et puis, il y a aussi un peu, en partie Marianne, mais sauf que Marianne a tendance un petit peu à glisser vers le centre actuellement, hein, et qui sont en train d'évacuer Jacques Dion, qui était un ancien communiste, et qui avait des chroniques tout à fait impeccables et d'une lucidité absolue hein, sur la situation actuelle. Donc, une bataille idéologique, pour revenir à toi. Hein. Et aussi, du même coup, cette bataille idéologique, elle doit se faire donc au niveau des médias, dans la critique des médias, dans l'assomption par le parti ou les organisations proches de lui, d'ailleurs, peu importe, hein, par l'assomption d'une optique clairement communiste, hein, on ne va pas renoncer au communisme lui-même, mais sans pour autant nier les difficultés qu'il peut y avoir, etc., etc., et les alliances qu'il faut faire. Hein, parce qu'en France, les alliances, c'est quand même incroyable. Le nouveau Front populaire, avec ses trois composantes, a eu la majorité relative aux dernières élections après la dissolution de l'Assemblée nationale. Et le gouvernement a été incapable de faire appel à ces gens-là. Hein. Donc, il y a toute une bataille à faire. Il a fait appel à des fractions minoritaires et en faisant en plus des clins d'œil au Front National, bien entendu. Hein. Donc, ce qu'il faut fondamentalement, hein, c'est relancer aussi la bataille démocratique. Actuellement, la démocratie, elle est purement formelle, hein. Elle n'est pas réelle, si tu veux. Hein. Bon. Donc, il y a ce combat-là à mener. Et moi, je pense, alors je reviens à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, hein, parmi les batailles que nous avons à mener sur le plan culturel, il faut que l'enseignement, hein, dans des disciplines comme l'histoire, l'histoire, hein, pas moins la géographie, mais l'histoire, dise la vérité sur ce qui se passe, ce qui s'est passé dans l'histoire humaine, hein, primo, hein, et deuxièmement, il faut que l'enseignement retrouve un contenu normatif qui n'est pas simplement celui du début du XXe siècle, si tu veux, hein, mais un contenu normatif qui s'ouvre clairement aux problématiques économiques et sociales dans lesquelles les êtres humains sont plongés, si tu veux. Hein. Et ça a été en partie le cas à gauche, mais l'enseignement en subissait aussi l'influence. Il faut savoir que la gauche elle-même en France, hein, bon, jusqu'aux années 70, bon, il y avait un parti communiste fort, il y avait un parti socialiste qui était assez fort aussi, et dans la dualité PS-PC, on avait un parti socialiste qui se réclamait du marxisme. Je viens de lire un livre récemment, de Jean-Numa Ducange, qui est un directeur de collection au PUF. Hein, bon. Je viens de le lire et il a, je le dis tel quel, hein, je lui ai dit d'ailleurs, hein, il a une vision historienne hein, des mouvements d'idées, etc. C'est pas un philosophe, hein, c'est un professeur d'histoire à l'université de Rouen. Mais alors, il est assez décevant parce que il fait état de gens qui ont été fondamentalement hostiles à Marx. Il fait, par exemple, plus ou moins pour
indiquer le poids ou pas du marxisme en France, etc. Il va faire appel à Deleuze. Deleuze, c'est un homme de gauche, mais c'était pas un marxiste et un matérialiste. Hein. C'était un excellent historien de la philosophie, mais le philosophe lui-même, moi, je le mets un peu à distance. Et alors quelqu'un comme Foucault, il est en train de parler du rapport de Foucault au marxisme, lequel Foucault, je ne sais pas si on le sait, Foucault était capable de dire dans une réunion publique, arrêtez de m'interpeller avec Marx, j'en ai marre de Marx. Bon, comment placer l'importance de l'apport de Marx en la confrontant à ces bêtises-là. Hein, bon, ce sont des bêtises, même si Foucault, par ailleurs, est un homme intelligent qui nous a apporté un certain nombre de choses dans le domaine de la psychiatrie, etc., etc., etc. Hein. Donc, il y a toute une bataille culturelle à livrer, et il faut aussi, alors là, c'est aussi, alors le lit tel quel, c'est aussi la question pour moi de l'éducation. Actuellement, quand on voit ce qui se passe dans la société française, dans le nombre de, comment te dire, de choses violentes, criminelles, hein, criminelles, sexuelles, etc., qui se passent hein, entre femmes et hommes, entre femmes, entre parents et enfants. Dans ma région, je vois un enfant qui a tué ses parents. Etc. Il y a une montée de la violence individuelle qui traduit bien un déficit éducatif en termes moraux, en termes de valeurs morales. Tu vois. Et donc, il faut aussi mettre l'éducation au premier plan. J'en suis totalement convaincu contre une tendance au libéralisme hein, et au repli sur soi qui se transforme en agression à l'égard des autres. Hein. Donc, ça serait la deuxième tâche hein, que je proposerai cette fois-ci aux parents. Hein, mais avec des élèves qui, en classe, sont influencés. Hein, prends un exemple pour terminer. Hein, bon, je le dis pour les auditeurs, bien entendu, ça vaut le coup d'être dit. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Un prof rouge dans lequel je raconte ce qui s'est passé dans ma vie d'intellectuel. Alors, je ne vais pas trop me mettre en avant, mais j'avais tous les diplômes possibles et imaginables, maîtrise de philosophie, mention très bien, reçu dans les premiers au CAPES, agrégation, bon. Eh bien, il faut le savoir, ça quand même, hein, entre 93, entre 73, quand je suis arrivé au lycée de ma ville, et 81, quand la gauche est arrivée au pouvoir, je me suis fait inspecter 5 fois en 8 ans. Record battu. Des tas de collègues qui demandent à être inspectés. Ils ne le sont pas. Moi, j'étais. Et on venait vérifier ce que je disais en cours sur le plan politique. Et alors, le problème, je te dis, ça vaut le coup de le dire, parce que ça touche au marxisme. Il y a le premier pratiquement inspecteur qui est venu me voir, j'avais 14 au CAPES, et c'est là que c'était après l'agrégation. Le premier qui est venu me voir, je parlais de Marx et de la religion. C'est comme ça. Eh bien, ou le Freud et la religion, peu importe, il a été complètement emballé par mon cours, alors qu'il était venu pour me surveiller. Il m'a fait passer de 14 à 16, 2 points, c'est pas fréquent. Hein. Et après, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, Monsieur Quignou, d'où est-ce que vous venez, etc. Et en fait, j'ai compris pourquoi il était tellement ouvert à ce que je disais. Tout simplement, c'était le père de 2 journalistes de l'Humanité, tout simplement. Hein, voilà. Et donc, il n'était pas hostile au marxisme. Et quand le dernier inspecteur est venu me voir avant 81, c'était aussi sur la religion. Et il m'a dit, je veux dire, Monsieur Quignou, vous avez fait preuve d'une grande liberté d'esprit. Vous avez respecté les libertés de conscience. Il venait vérifier cela. Et comme par hasard, quand 81 est arrivé, changement de décor, entendu, et je reçois un coup de fil de l'inspection générale hein, qui me dit, Monsieur Quignou, voulez-vous une classe préparatoire, une hypocagne? Voilà, bon, il s'agissait d'aller trop loin. Et voilà, tout ça pour dire qu'il y a des choses à recadrer, tu vois, dans le cadre de la formation hein, des enseignants pour les ouvrir à un pluralisme idéologique indispensable. Alors justement, pour peut-être prolonger un petit peu, hein, on va être obligé d'arrêter parce qu'il est midi, mais quand même, pour prolonger un petit peu, comment toi tu articules transmission et apprentissage? Et donc cette notion de praxis telle que l'a évoqué Gramsci, c'est-à-dire le rapport permanent entre la réalité concrète vécue, pratiquée, et puis la conscience que l'on a effectivement
de ces actes, de ces phénomènes. Alors, comment j'articule? Moi, j'articule d'abord tout ça par une remarque que je fais, à savoir que les programmes de philosophie, hein, il faut le savoir, en philosophie, en histoire, c'est sans doute pareil d'ailleurs, hein, je pense. Hein, quand je pense à la manière dont mes enfants ont subi un enseignement historique au lycée Médès-France de La Roche-sur-Yon, par d'excellents profs, par ailleurs, pas ça qui est en jeu, hein, mais manifestement, moi je me souviens d'une photo où on voit le professeur d'histoire de ma fille au tableau, qui a été photographié pour une rubrique interne à la revue du lycée, enfin peu importe, et on le voit avec au tableau le totalitarisme. Et le totalitarisme, ça visait bien entendu les pays de l'Est. Hein. Donc, première exigence, et là on retrouve la question des faits et des valeurs, nécessité indispensable, sur laquelle innégociable, de respecter la vérité des faits. Hein. Et dans la vérité des faits, primo, la vérité aussi dans les processus explicatifs. Hein. Et quand on juge un mouvement historique donné, ne pas se contenter de l'attaquer hein, en supposant une référence qui n'est pas la sienne. Tu vois hein. Donc, il faut fondamentalement que l'enseignement décrive les faits et décrive et propose des modalités d'explication des faits qui peuvent être plurielles. Hein. Mais il faut que toute la place soit faite à une explication des faits qui permet d'ouvrir un espace de transformation positive. Tu vois hein. Parce que je te dis ça, parce que en philosophie, par exemple, hein, quand on parle de la politique, bien entendu, hein, etc., il y a toute une part de l'histoire, etc., il y a toute une part qui s'ouvre à l'état de lecture, si vous voulez. Hein. Si tu veux, nature et culture, moi j'enseignais nature et culture. Alors, la culture, elle vient d'une nature humaine, hein, bon, mauvaise, la volonté de puissance, hein, l'homme est un loup pour l'homme, tout ça, il faut l'évoquer, mais ajouter qu'il y a l'explication possible par la nature humaine, mais une autre explication anti-nature humaine, qui prétend que l'homme fait l'histoire, et il est fait par l'histoire qu'il fait. Bon. Et à ce moment-là, même un homme comme quelqu'un comme Marx était fondamentalement d'accord avec ce que tu dis. Hein. Les idées qu'on a, la conscience qu'on a, c'est pas elle qui elle façonne la vie, mais parce qu'elle est d'abord façonnée par la vie. Hein. Et ça, il faut le dire. Hein. Le concept d'idéologie, on le retrouve actuellement repris dans les débats à la télé, etc. C'est un concept fondamental parce que c'est ce qui nous permet de comprendre pourquoi on ne comprend pas le réel tel qu'il est et pourquoi on ne veut pas non plus le changer. On a été façonné hein, par des visions pessimistes, etc. Et même, pour terminer, pour un exemple célèbre, hein, mais parce que j'ai admiré cet homme, Raymond Aron. Vraiment, bon, était un homme de droite, faut savoir, mais un homme très intelligent. Et s'agissant des guerres, il a écrit un livre, ça s'intitule Paix et guerre entre les nations. Eh bien, Raymond Aron, te fait un bouquin de 400-500 pages que j'ai dû présenter lors de mon mémoire de maîtrise, dans la partie politique, il se trouve que, comment te dire, alors, il ne se réfère pas vraiment explicitement, conceptuellement, tu vois, à un concept de la nature humaine emprunté à un tel ou à un tel, hein, y compris, par exemple, la pulsion de mort chez Freud, l'agressivité. L'agressivité, elle est naturelle chez Freud, hein, elle n'est pas induite par les rapports sociaux ou l'enfance, hein, elle est pulsionnelle. Hein, et donc, si elle est pulsionnelle, ça veut dire qu'elle risque à chaque instant de dépasser la répression que la culture exerce sur elle. Hein, il faut le savoir, déjà. Hein. Eh bien, quelqu'un comme Raymond Aron, s'appuyant sur d'autres auteurs qui ont une vision globale hein, de l'histoire, Toynbee, enfin, etc., je ne rentre pas dans les détails, quelqu'un comme Aron, qui admirait Marx. Attention, il admirait Marx, il faut le savoir. Ça, il faut le dire aussi aux gens. Hein. Il n'était pas communiste, il n'en tirait pas les conséquences communistes de sa lecture de Marx, mais il dit lui-même, alors il faut le savoir, il n'a jamais autant admiré un auteur que Marx. Il a consacré, dit-il, toute sa vie à étudier Marx. C'est le marxisme de Marx, un truc comme ça. C'est absolument extraordinaire. Et alors, il intègre complètement son explication du réel, mais il n'en tire pas une conclusion politique qu'il récuse, si tu veux. Hein. Et du coup, le pauvre Raymond Aron, malgré ses qualités et son honnêteté, il a parlé de Marx au Collège de France pendant des années et des années, bien, le Raymond Aron, on déduit que finalement, bon, je pense
que les guerres sont inévitables. L'idée de l'inévitabilité des guerres, ça renvoie à un pessimisme anthropologique que je ne partage pas et qu'on peut ne pas partager parce que même Marx, je ne sais pas si on le sait, c'est dans l'idéologie allemande, je crois, hein, il évoque, tiens bien, tenez-vous bien les auditeurs, il évoque la question de l'égoïsme. Et il a cette formule extraordinaire, il dit, on ne peut pas nier qu'il y ait de l'égoïsme en l'homme. Il faut savoir ce qu'on entend par là, et non pas le condamner absolument comme ça. Dans égoïsme, il y a égo, il y a souci de soi. Mais mon projet politique, c'est de faire en sorte que le souci qu'ont les hommes d'eux-mêmes, de leur moi, de leur ego, soit aussi satisfait dans la société dans laquelle on vit, mais ça sera l'ego de tous les hommes et pas seulement d'un seul. Tu vois. Et donc à ce moment-là, il montre très bien que l'égoïsme peut être maîtrisé par l'éducation. Il le dit lui-même. Bon, et dans le manifeste du PC, il est aussi question de ça, et y compris dans les rapports hommes-femmes, le rapport de l'homme à la femme, etc. Donc, il faut mettre, tu vois, il faut, à mon avis, fondamentalement remettre à nouveau la bataille idéologique sur le plan conceptuel, y compris donc dans les cours officiels. Il faut mettre la société en face de possibles qui ouvrent un dépassement possible, justement, et indispensable au pessimisme dominant. Très bien. Écoute, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Parce que je trouve que voilà, non, très bien. Voilà, on a très bien parlé ensemble tous les deux. Bon, simplement, pour une autre fois, on pourra parler de la question d'une révolution mondiale. Mais ça, absolument, oui, tout à fait. Mais ça mériterait effectivement d'autres développements. Tout à fait, tout un domaine, ça. Tout un champ d'intervention. En tout cas, merci et bravo. Merci à toi. Et très, très vite, on reprend langue. Voilà. Au plaisir.